Et dans cet entretien, on reçoit Benoît Liénard, qui est Python software développeur chez Garlic, avec en face Serge Degou, ou Degoué, je ne sais pas exactement comment le prononcer. J'espère que j'écorche pas ton nom, Serge, qui est développeur senior et qui jouera le jeu du candidat et qui sera challengé sur ses fondations techniques. Donc, le but, c'est de faire un entretien en live et de vous laisser poser des questions à la fin pour compléter. En introduction, je vais vous proposer quelques insights sur le marché de la tech en 2024. On a une reprise prudente du marché de l'emploi. Donc, ça a été un petit peu très lent en 2023. Ça commence un petit peu à se réactiver, surtout pour les profils intermédiaires, confirmés, seniors. Les juniors et les C-level sont un petit peu plus impactés encore. On a à peu près 51% des devs qui ont l'intention de changer d'emploi en 2024. D'après nos stats, on a fait une étude de salaire il n'y a pas longtemps. J'y reviendrai. On a l'intelligence artificielle qui est loin d'être démocratisée, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, surtout depuis la sortie de ChatGPT et les évolutions diverses, mais en réalité, en entreprise, c'est encore assez marginal. Peu d'entreprises font vraiment quelque chose, même si on voit beaucoup d'IA par-ci par-là, souvent c'est un petit peu de la poudre aux yeux, on va dire. Sur les salaires, on se rend compte qu'il y a une espèce de normalisation qui commence à se mettre en place. Donc, entre le marché de l'emploi qui a changé et les investisseurs qui sont beaucoup plus frileux qu'avant, donc en gros, on a moins de sous, plus de gens sur le marché, ça joue sur les salaires forcément. Donc, on a un peu moins de salaires mirobolants comme on pouvait l'avoir il y a quelques années sur les startups qui étaient très bien financées. Et donc, il faut savoir s'ajuster autant au niveau recruteur qu'au niveau talent pour trouver un équilibre. Et ce qu'on constate aussi, c'est encore de nos jours un fort écart entre les rémunérations des hommes et des femmes. Si vous êtes recruteur, n'hésitez pas à jouer là-dessus pour essayer d'équilibrer ces chiffres qui sont malheureusement pas du tout à l'avantage des femmes encore aujourd'hui. Chez TPC, on aime bien vous faire des cadeaux. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est deux ressources à télécharger. Le playbook pour déchirer tes entretiens. Donc ça, c'est avec le QR code de gauche, vous pouvez le télécharger directement. Et notre enquête sur les salaires de la tech qu'on a fait il y a quelques semaines maintenant, avec pas mal d'insights, pas mal de chiffres intéressants, qu'on diffuse au fur et à mesure sur LinkedIn, mais vous pouvez retrouver l'intégralité de l'étude sur le QR code de droite pour faire votre propre analyse du marché. Quelques mots sur TPC. Nous, on vous aide à trouver les profils product et tech qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, on a environ 800 entreprises qui travaillent avec nous, un pool de talents de 10 000 membres. Euh, et on aide les recruteurs à trouver la pépite qui leur correspond. Donc, si vous voulez participer à ce fonctionnement, cliquez le QR code de droite qui va s'afficher. Et en parallèle de cet accompagnement au recrutement, on anime une communauté de donc 10 000 membres on propose des ressources techniques expertes, des événements, du coaching, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est nous. On va laisser la main aux intervenants du jour pour faire un entretien, une simulation d'entretien d'embauche. Et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Serge et Benoît, c'est à vous. Super. Donc, déjà, moi, pour me présenter en deux mots, donc je suis Benoît, je suis développeur Python. Ça fait une quinzaine d'années que je suis développeur et une dizaine principalement en tant que freelance ou en tant que premier dev sur des projets de start-up. Et du coup, je te laisse te présenter, toi, Serge, en quelques mots. Ok, donc moi je suis Serge, développeur full stack. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis développeur à temps plein. Et voilà. Enfin, j'utilise principalement Python et React. Super. Du coup, ce que je te propose, c'est de démarrer l'entretien. On va habituellement les entretiens et ils se déroulent en deux parties. Une première partie où je vais te poser des petites questions pour essayer de faire un peu le point où tu en es par rapport à ta connaissance du langage et un peu en savoir plus sur ta façon de travailler au quotidien au sein d'une équipe de dev et une deuxième partie où on va découvrir en live un projet qui est un projet que tu vas nous présenter. Et cette deuxième partie, c'est un exercice que j'aime bien faire parce que c'est un peu moins impressionnant pour beaucoup de gens qu'une session de dev, de live coding en direct, quoi.
Et en plus, souvent, bah, ça permet de voir un tas de trucs assez intéressants en fait sur tes réflexes et puis sur ta pratique du dev. Alors j'ai des petites questions un peu sur le langage. Est-ce que tu un peu généraliste, est-ce que je sais pas quelle version de Python tu utilises en ce moment dans tes projets? En ce moment, j'utilise principalement la version 3.10, Ok. celle que j'utilise actuellement, mais sinon j'ai utilisé d'autres versions avant. Et est-ce que tu justement, est-ce que tu suis des supports pour te tenir un peu au courant des dernières évolutions du langage et qu'est-ce que tu pourrais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans les derniers développements, on va dire, autour de Python? Quelque chose dans les derniers développements euh, autour de Python, pas forcément. C'est peut-être au niveau de certains frameworks que je vois certaines évolutions, notamment avec Django qui commence à utiliser, enfin, il y a une partie de Django qui commence à utiliser la version, qui commence à avoir du code, être compatible avec le code asynchrone. Ok, Euh, donc, c'est plus certains features de certains frameworks, mais sinon, ok. sinon je vois seulement quelques évolutions du langage en lui-même passé. Et justement, au sujet de l'asynchrone, est-ce qu'il y a une petite spécificité de Python qui te vient en tête? Est-ce que Python, c'est vraiment un langage asynchrone ou est-ce qu'il y a est-ce que tu connais une spécificité sur le langage? C'est aussi en lien avec les derniers développements en fait sur Python. Est-ce que le GIL, ça te dit quelque chose? Le, Le GIL? le Global Interpreter Lock. Ouais, Alors, j'ai pas forcément beaucoup de connaissances profondes dessus, ok, euh, mais ouais, j'ai pas forcément beaucoup de connaissances profondes sur le. ok, ok, pas de souci. Et dernière petite question un peu généraliste, on va dire, sur le langage. Est-ce que pour toi, Python, c'est un langage interprété ou compilé? Non, c'est un langage interprété. Enfin, c'est pas D'accord, compilé, ça ne se compile pas un fichier binaire avant de s'exécuter. C'est plus, ça s'exécute ligne par ligne au fur et à mesure que ça s'exécute. ok. Ok, très bien. Euh, j'ai comme ça deux, trois petites questions sur des façons de faire en Python que je voulais te soumettre. Est-ce que si tu voulais faire la somme des n premiers entiers, comment tu ferais ça? Alors, Est-ce que tu verrais plusieurs façons de le faire ou comment est-ce que tu ferais ça? la somme des n premiers entiers, ce à quoi je pense, c'est une façon que j'ai l'habitude de faire. Bah, du coup, c'est soit générer un tableau avec euh, les n entiers et faire la somme en utilisant la fonction somme. Ok, Euh, ou bien, euh, ou bien utiliser, enfin, pour ne pas forcément créer un tableau et stocker les éléments, juste utiliser une boucle toute simple qui va incrémenter une variable qui serait créée au départ. ok, Et une dernière façon, ce serait d'utiliser un générateur ok. qui va, un générateur du coup qui pourrait générer les valeurs de sorte qu'on puisse l'utiliser comme si c'était une liste entre guillemets, mais sans forcément stocker la liste en mémoire. Ok, ça marche.
Est-ce que tu utilises une librairie en particulier pour faire tes tests en Python ou est-ce que tu... J'utilise principalement PyTest pour Ok, d'accord. faire les tests. Ok, ça marche. Est-ce que sur la partie test, est-ce que le concept de monkey patching, ça te dit quelque chose? Et est-ce que tu pourrais me dire voilà, en 2 mots ce que c'est et à quoi ça sert? Ouais, alors, le monkey patching, c'est essentiellement le fait de, euh, de rajouter une partie du code euh, qu'on a envie de tester. Ouais, Le fait euh, de, de simuler, en tout cas de remplacer une partie du code qu'on a envie de tester, enfin, qui dépend du code qu'on a envie de tester, de la remplacer par un mock, de sorte à ce que on puisse utiliser ce mock dans le test et plutôt vérifier les appels et pas forcément appeler la fonction elle-même. Donc, je prends l'exemple, par exemple, de quelque chose, je prends l'exemple euh, par exemple, si on a besoin de faire un appel extérieur, à, à une librairie ou alors à une API extérieure, on peut moquer cette fonction-là et plutôt on peut moquer cette fonction-là et plutôt euh, utiliser les appels de cette enfin, on peut moquer cette fonction-là et plutôt essayer de ok. regarder si cette fonction-là est appelée ou pas. Et pour faire des mocks, tu utilises une méthode de PyTest en particulier, une autre. Ouais, c'est PyTest, c'est point patch. Ok. Euh, j'ai encore une ou deux petites questions sur Python. Après, on va passer sur plus ta pratique, on va dire, du dev et comment tu t'inscris au sein d'une équipe actuellement. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un décorateur? Oui, c'est une fonction qui est utilisée pour rajouter une surcouche sur une autre fonction. Donc, par exemple, si j'ai une fonction, euh, euh, si j'ai une fonction, par exemple, qui fait x et y, donc je prends l'exemple d'une fonction qui veut ajouter deux nombres, euh, qui va peut-être prendre deux entiers et les additionner. Et si j'ai envie que la fonction me fasse un print juste après, mais sans forcément modifier la fonction en elle-même. Donc, je vais rajouter un décorateur qui sera une surcouche sur cette fonction-là, qui va faire qu'à chaque fois que je vais appeler cette fonction-là, ça va exécuter la fonction en elle-même et puis rajouter le comportement que je veux qu'il soit rajouté juste après. Ok. Et dernière petite question, est-ce que tu sais ce qu'on appelle des fonctions privées et protégées, private et protected? C'est plus un concept orienté objet et il n'y a pas forcément l'équivalent en Python, mais est-ce que tu pourrais voilà, me dire si jamais tu sais ce que c'est et le cas échéant, comment est-ce qu'on peut arriver à comment est-ce qu'on déclare une fonction privée et protégée en Python? Alors, la fonction privée, bon, en orienté objet, c'est une fonction qui est accessible uniquement dans la classe en elle-même et, euh, et pas forcément en dehors de la classe. Et la fonction protected, ça fait un moment que je ne les utilise pas, mais je pense que c'est accessible de la classe et des classes qui héritent de cette classe-là, il me semble. Ok. Euh, très bien. Et pour finir sur cette partie un peu langage et pratique de dev, est-ce que tu connais des outils pour packager les projets Python?
ou est-ce que tu en utilises aujourd'hui au quotidien dans ton travail? Alors, c'est pour créer des packages. Pour créer des packages, ouais. Oui. Euh, en général, j'utilise le package manager que j'utilise, c'est son PDM. Il y a des fonctions dans PDM qui permettent de créer des wheels ou alors pas de créer des packages sous forme de wheels que j'utilise des fois pour publier le package sur un repository interne ou public. Ok, ok, super. Est-ce que maintenant plus sur ta pratique du développement, est-ce que tu pourrais me décrire quand tu dois, donc tu es dans une équipe, on te confie une tâche à effectuer. Est-ce que tu pourrais me décrire ce que tu fais et comment est-ce que tu interagis avec le reste de l'équipe depuis le moment où on te donne la tâche jusqu'au moment où tu la mets en production? Euh, alors après, ça peut dépendre du niveau de la tâche, du niveau de complexité de la tâche. Je vais prendre le cas d'une tâche, on va dire, pas trop, enfin, à moyenne, ou à un niveau de complexité moyen. Ce que je fais en général, c'est que, dépendamment du niveau de détail que j'ai reçu sur la tâche, j'aurai des fois besoin de euh, soit demander plus de détails au niveau des product owners ou des product managers pour m'assurer que j'ai bien compris et s'assurer que dans le ticket, il y a tout ce dont on a besoin pour effectuer cette tâche. Et puis, par la suite, s'il y a si la tâche nécessite, pardon, vous m'entendez? Non, oui, oui, je t'entends, ouais. Si la tâche nécessite nécessite de faire des diagrammes d'architecture ou alors nécessite du design, euh, nécessite de designer des systèmes qui vont se rajouter à la plateforme. Là, je vais faire un document Ok, d'architecture et expliquer concrètement quelle est la solution que je propose et quel impact ça aura sur le système, que ce soit back-end ou front-end. Et puis ensuite, c'est ok, à la suite de ça que ça a été validé avec les autres développeurs. Euh, c'est à la suite de la validation de ce document-là que je vais procéder à l'implémentation et les code review. ok. Et est-ce que dans l'implémentation, enfin, est-ce qu'il y a t'as des réflexes, comment est-ce que tu procèdes pour développer le code? Est-ce qu'il y a, je sais pas si tu as déjà entendu parler de TDD ou est-ce que tu as des pratiques dans ce genre-là particulières ou Oui, en général, j'essaie de privilégier le TDD le plus possible. Donc, c'est écrire les tests avant d'écrire le code dans la mesure du possible. Mais des fois, c'est pas forcément, en tout cas, mon avis, c'est que c'est pas forcément euh, possible tout le temps, notamment quand on n'a pas suffisamment d'informations sur, je pense quand je développe quelque chose de nouveau, ou alors quand je n'ai pas forcément suffisamment d'informations sur comment le système que je suis en train de développer fonctionne. Donc, des ok, fois, dans ces cas-là, je vais faire une version très simplifiée du code et la tester manuellement. Et puis, par la suite, rajouter les tests dessus avec des test cases un peu plus complexes. Et puis, à la suite de ça, rajouter le reste des fonctionnalités. Et ok, concernant la façon de euh, comment je fais l'implémentation, j'essaie toujours de euh, shipper des bouts de code fonctionnels à la fois. Donc, par exemple, si je dois, enfin, je prends le cas d'un exemple, si je dois implémenter un système de paiement, je ne vais pas directement
je vais pas directement produire tout le code d'interaction avec les API et les webhooks externes, Mhm. la fonctionnalité, la logique métier, mais je vais plutôt peut-être faire une première pull request juste avec tout le système qui marche de bout en bout, avec une version simplifiée. Et puis par la suite, rajouter de la logique métier au fur et à mesure des autres pull requests. Ok. Et dernière question, c'est la toute dernière, promis, avant qu'on passe à ton projet. Comment est-ce que tu t'assures que le code que tu produis est maintenable et compréhensible par les développeurs qui vont travailler dessus après toi? C'est une Euh, question ouverte, hein. Il n'y a pas enfin, tu vois, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, il faut juste, enfin, c'est quoi pour toi qu'est-ce qui rend un code maintenable et compréhensible? Ce qui rend un code maintenable, je pense que c'est principalement la simplicité, le fait d'utiliser des, euh, des fonctions ou des librairies simples et ne pas forcément complexifier pardon, les choses là où il n'y en a pas besoin. Une autre chose, c'est en général, quand je travaille dans un projet, j'essaie de privilégier, si ce n'est pas déjà le cas, le fait d'avoir une forme de linting et de formatage commun à toute l'équipe, de sorte à ce que le code soit structuré de la même manière chez tous les membres de l'équipe. Ok, Euh, une autre chose que je pense qui rend le code maintenable serait en tout cas, dans tout le processus de développement, c'est essentiellement de demander du feedback assez tôt. Donc, plutôt que de développer quelque chose pendant très longtemps, ce que je vais privilégier la plupart du temps, c'est c'est de faire des pull requests en draft et de demander du feedback pour être sûr que tout le monde a compris ce que je suis en train de faire. Et puis, comme ça, et puis par la suite, rajouter ce qu'il a rajouté. Comme ça, ok, tout le monde, du moins les personnes concernées comprendront ce à quoi c'est, comprendront ce que chaque partie signifie. Et puis, à la fin, la dernière chose, c'est rajouter des commentaires euh, si besoin, mais j'essaye en général, de ne pas, d'éviter à avoir à mettre des commentaires. Parce que pour moi, un code qui n'a pas de commentaires, enfin, le code lui-même devrait s'expliquer lui-même, quoi. ok. Et il y a des exceptions à ça ou enfin, je sais pas si t'as un exemple particulier en tête Des exemples de, où tu vas écrire des commentaires ou qui te sont, où tu peux pas faire autrement que d'écrire un commentaire. c'est principalement c'est principalement à des moments euh, où je dois créer un comportement qui n'est pas évident à comprendre. Ok, La plupart du temps, ça va arriver quand j'essaie de refactorer peut-être un code legacy où il y a eu où il y a eu certains mécanismes qui ont été implémentés qui ne sont pas de bonnes pratiques, mais qui sont implémentés comme ça. Et ok, très souvent, à ces endroits-là, je trouve que c'est bien de mettre des commentaires pour dire attention, ici, on a implémenté ça comme ça parce que telle ou telle raison. ok. Super. Bah, merci beaucoup. Et bah, du coup, on va passer à la, à la phase projet. Et donc, du coup, est-ce que tu peux me euh, partager ton écran en me montrant ce que tu as fait et déjà nous rappeler enfin,
parce que je le découvre avec toi. Du coup, m'expliquer en 2 mots ce que tu as voulu faire et voilà, l'objectif de ce projet-là. Ok. Euh, donc, share. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que je peux rajouter la police. Ça va peut-être, ouais, être un peu là, c'est un peu mieux. Je pense que tu peux augmenter d'un cran ou deux. Ouais, super. Mhm. Donc là, c'est un projet de. euh, c'est censé être un, euh, un mini site e-commerce où des gens peuvent Ok, créer leur compte sur le site ok, avec une partie admin où des personnes peuvent, avec une partie, enfin, avec des comptes admin qui peuvent éditer ou créer des produits ou modifier le stock de chaque produit. Et puis, une autre partie où des clients, donc des users normaux, peuvent acheter des produits sur la plateforme. Et puis, euh, j'ai aussi rajouté en tout cas, une route API qui devrait recevoir des webhooks d'un système de paiement. Là, je pense à Stripe ou un autre paiement, du coup, recevoir les webhooks et par la suite utiliser les informations du webhook pour update l'état de la commande. Donc ok. là, c'est une version très simplifiée que j'ai faite. Euh, Et du coup, pour faire ce projet-là, tu as utilisé un framework en particulier ou? j'ai utilisé Django. Ok, Pour le test, j'ai utilisé PyTest avec PyTest Django pour. d'accord. Et est-ce que et du coup, est-ce qu'il y a une raison particulière derrière, enfin, pourquoi tu as utilisé Django plutôt qu'un autre framework ou? J'ai utilisé Django parce que je trouve que déjà c'est le framework que je connais le mieux en Python et je trouve que il y a à peu près tout ce dont on a besoin ou du moins la majorité d'éléments dont on a besoin pour faire un back-end. Je précise que ça c'est juste une API donc c'est juste une API donc il n'y a pas de front-end. Ouais, Donc, comme je disais, je trouve que Django a à peu près tout ce dont on a besoin euh, pour, euh, pour faire un back-end. Et je trouve que il y a moins, c'est moins de... euh, c'est, en tout cas, c'est un peu mieux que FastAPI ou Flask dans le sens où il y a déjà une façon de faire plutôt que sur FastAPI ou Flask, où c'est plutôt des briques que ok. chacun assembler, qu'on doit assembler. Après, bon, c'est Ouais, tu veux dire au niveau de l'organisation et du projet, c'est plus, enfin, il y a plus une bonne façon de faire, entre guillemets, communément admise que sur des frameworks plus micro comme Flask et FastAPI. Ok. Et est-ce que tu pourrais présenter le modèle de données et qu'est-ce que tu choisi comme base de données pour persister tout ça? comme base pour les besoins de l'exercice, j'ai juste pris une base SQLite. Ok, C'est assez simple à utiliser, mais dans le cadre d'un projet qui ira en production, j'aurais utilisé PostgreSQL ou MySQL. ok. Et pourquoi plus PostgreSQL que SQLite? SQLite, je pense que enfin, c'est pas possible. SQLite, c'est un seul fichier qui contient toute la base de données. Et je trouve que en production, des fois, il peut y avoir besoin partition, d'avoir plusieurs instances
de la base de données séparée, enfin, d'avoir une base de données qui est séparée sur plusieurs serveurs. Et je trouve que au niveau de, du tooling, donc des outils disponibles, que ce soit sur les différents clouds, donc AWS ou les autres clouds, il y a beaucoup plus de tooling pour faire, pour, euh, en tout cas pour scaler une base euh, plus avec des bases comme euh, PostgreSQL ou SQL ou MySQL. Ok. Euh, Est-ce que imagine que ce projet-là, tu doives euh, le, le faire évoluer pour qu'il scale et en faire un projet où tu as plusieurs centaines de personnes qui vont être connectées simultanément dessus sur ton API. Enfin, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu modifierais, qu'est-ce que tu adapterais pour arriver à, à le scaler, ce petit projet? Euh, Déjà, ce que je ferais pour arriver à le scaler, enfin, déjà, le modèle de données, il est assez, il est assez simplifié. Donc là, j'ai utilisé, là, il y a juste le profil, les éléments du produit, enfin, le modèle du produit et les commandes. Donc, je pense que si je devais déployer ce projet à une plus grande échelle, je devais utiliser, euh, par exemple, pour la gestion des stocks, je n'aurais pas mis juste une simple variable en entier comme ça. J'aurais, j'aurais certainement utilisé d'autres modèles plutôt euh, pour enregistrer des mouvements de stock de manière différente, de telle sorte que on puisse noter les entrées et les sorties dans la gestion de stock pour euh, pouvoir avoir une gestion de stock beaucoup plus propre, on va dire. Donc ça, c'est juste au niveau du modèle de données. Maintenant, maintenant au niveau de l'infrastructure, comment j'allais déployer le projet. Euh, Si je dois déployer ça et si je dois déployer pardon, ce projet pour qu'il scale à plusieurs utilisateurs, euh, je vais certainement, enfin, va dépendre du nombre d'utilisateurs qu'il y a, mais si c'est des centaines d'utilisateurs, je pense que euh, une ou deux instances du projet peuvent suffire. Donc, quand je parle d'instance, je parle du serveur, peuvent suffire à absorber la charge du, euh, à absorber le trafic, pardon. Et, euh, et euh, la base de données, elle serait séparée, enfin, elle serait pas du coup dans un fichier comme ça, mais du coup sur une autre instance à part. Et une autre chose que j'aurais faite, c'est j'aurais certainement mis en place euh, euh, du rate limiting, du moins pour éviter que un utilisateur puisse puisse spammer une route d'API n'importe comment. Donc, plutôt que, par exemple, si je veux prendre le cas de consulter la liste des produits, j'imagine que si on est dans le cas si on est dans un cas où on a des centaines de milliers de produits, si chaque utilisateur euh, query, euh, peut faire une requête qui query cette table. Ce ne serait pas forcément, en tout cas, ça pourrait impacter la performance et donc mettre en place du rate limiting peut-être si besoin sur certains utilisateurs.
Donc ça, ce sont O- les premières idées qui me viennent à l'esprit là comme ça. Donc avoir plus d'instances avec potentiellement l'autre balanceur en entrée pour répartir la charge entre les différentes instances et des mécanismes comme le rate limiting pour empêcher euh, des utilisateurs de spammer certaines routes. ok. Et si tu devais euh, déployer ce projet dans un... on n'a pas beaucoup parlé de DevOps pour le moment. Si tu devais déployer ce projet dans un environnement que tu connais, quel type d'infrastructure tu utiliserais? Qu'est-ce que, quelles étapes tu vois à faire pour le déployer dans un contexte qui soit plus un contexte de prod classique? Mm. Donc déjà, les outils que j'ai le plus utilisés sont des outils des, euh, des outils plateforme as a service comme Heroku. Euh, Moi, ce sont ceux que j'ai eu l'habitude d'utiliser jusqu'ici. Et je trouve que un outil comme Heroku, ça enlève pas mal de gestion de l'infrastructure aux développeurs et ça permet de faire les choses assez simplement. Donc, même pour scaler ou rajouter des instances, c'est assez simple. Il y aura juste une configuration à faire au niveau, à la racine du projet. Il y aura des configurations Heroku à rajouter. Maintenant, dans le cas de si je dois déployer, par exemple, sur AWS ou GCP, euh, une des choses que j'ai eu à faire, mais que j'ai pas forcément beaucoup fait, serait d'utiliser Kubernetes pour, euh, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir l'API du coup qui tourne, qui peut tourner sur une ou plusieurs instances à la fois sur un cloud. Ok. Et j'avais une dernière question sur si tu peux revenir sur le modèle utilisateur. Ouais, le modèle, du coup, c'est Profile, ça utilise le user de Django. Ok. Et est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les mécanismes d'authentification qui sont utilisés ici? Est-ce que c'est Euh, des choses qui sont déjà disponibles, on va dire, sur étagère dans Django ou... je, déjà, le modèle utilisé, le modèle user, il a son propre mécanisme d'authentification. Alors, les, la méthode d'authentification que j'utilise principalement, c'est enfin, il y a trois systèmes d'authentification. Il y a la session, l'authentification basique, le JWT. La session, donc il y a une session qui est créée dans le back-end, dans une table dans la base de données. Et du coup, au moment de, de la requête qui authentifie le client, donc avec le login et le mot de passe, il y a un cookie qui est renvoyé. Et donc, ce cookie côté front-end sera renvoyé à chaque requête dans le back-end pour pouvoir se rassurer que euh, cette session-là correspond à cet utilisateur-là. Authentification basique, c'est juste qu'à chaque requête, l'utilisateur envoie son login et son mot de passe pour s'authentifier à chaque requête. Et l'authentification par JWT, euh, c'est plus euh, des, ça fonctionne avec des tokens. Donc, quand euh, l'utilisateur envoie fait une query pour se connecter donc avec son login et son mot de passe, il y a un token qui lui est renvoyé. Et, euh, et,
l'utilisateur peut donc stocker ce token côté front-end et le renvoyer pour faire des requêtes côté back-end. Et en tout cas, la différence avec le JWT et les autres, c'est juste que il y aura pas, on n'a pas besoin de refaire une query sur la base pour identifier, pour avoir les informations du user, mais on peut stocker les informations dans le token lui-même. Et du coup, en termes d'opération, en termes de charge sur la base pour s'authentifier avec le JWT, il peut y avoir, il y a une optimisation à ce niveau-là. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je n'avais pas d'autres questions à ce stade. Euh, je ne sais pas du coup si Mathieu et Sarah. Oui, bah, on va euh, reprendre la main. Déjà, voulaient- merci à tous les deux parce que c'était très intéressant. C'est pas faire un entretien d'embauche, c'est toujours un petit peu stressant et quand on sait qu'il y a un public, c'est forcément pas un exercice facile. Donc, bravo à tous les deux et surtout à Serge évidemment qui est du côté candidat, donc forcément le côté le plus inconfortable. C'était très intéressant, notamment. Je trouve que c'était intéressant de soulever l'importance de la cohérence du code pour la maintenabilité, le fait que les mêmes pratiques soient utilisées partout, etc. C'est un truc qui est souvent sous-estimé. Et aussi sur la notion des commentaires, de mettre en avant, pour moi, l'essentiel d'un commentaire, c'est le pourquoi, c'est pas le comment. Donc, tu as un petit peu évoqué cet aspect-là en disant, je fais pas souvent de commentaires, le code doit être explicite, mais dans certains cas, faut expliquer pourquoi ce code a été fait comme ça. Et c'est vraiment, pour moi, la raison d'être d'un commentaire. En tout cas, super échange. On va prendre des questions. N'hésitez pas à en poser sur le chat. On a une première déjà de Adrien à propos de l'exercice technique. Est-ce que tu veux la poser au micro, Adrien? Tu es toujours parmi nous. Hello Léo, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien. Parfait, merci beaucoup. Déjà, merci pour le talk, sujet super intéressant. Alors moi, je me place du côté recruteur et on va devoir faire passer des entretiens en Python, justement, avec du React adossé. Euh, J'avais une première question que j'ai posée dans le chat, qui est sur la liberté qui est laissée au candidat vis-à-vis de la stack technique, parce que là, effectivement, je vois que le candidat a pu choisir sa stack technique. Et je me posais la question si c'est quelque chose qui était systématiquement recommandé, que toi tu faisais, ou aller sur une autre option, à savoir on reste très proche de la stack technique du candidat, de la position, c'était plutôt une meilleure idée ou pas. Donc je voulais un peu avoir ton avis sur cette question stack technique vis-à-vis du poste. Je réponds à Mathieu d'abord ou tu... Non? Bon, Oui, je oui, bien réponds sûr, alors. vas-y. Vas-y. Alors moi, je préfère, mais c'est intéressant et c'est une question de parti pris. Moi, je préfère mettre le candidat dans un contexte où il soit le maximum à l'aise avec les outils qu'il utilise. Parce que si jamais il y a donc déjà il y a effectivement le stress de l'entretien, devoir parler de ce qu'on a fait, être suffisamment synthétique. Si en plus tu rajoutes à ça sur des délais qui sont en général assez contraints puisque les candidats ils ont 1, 2 semaines, 3 semaines max pour faire les projets et s'ils en ont pas déjà, mais pas plus. Donc, si tu rajoutes la contrainte de l'apprentissage d'un nouveau framework, souvent, je considère que tu vas pas mettre le candidat dans des conditions optimales pour qu'il démontre son potentiel, quoi. Donc moi personnellement, je préfère le laisser libre du framework utilisé. Enfin, il faut que ça soit en Python, c'est mieux. Mais sinon, effectivement, seul le langage est imposé, en fait, et que ce soit sur la thématique, l'objet du projet ou la stack, je préfère laisser les candidats libres.
Je ne sais pas Ok, si ça répond à ok, ta oui, question, du coup, Adrien. oui, oui, Ouais. exactement. Je pense que effectivement, ça répond parfaitement à la question. Alors, si je peux en poser une deuxième, c'est vis-à-vis du résultat de l'interview. Là, si on prend l'exemple de Serge, est-ce que c'est quelque chose que tu considérais comme bien réussi? Quel niveau où est-ce que tu mets la barre? Qu'est-ce qui est important dans cette interview, en fait? Euh, alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Je dirais que moi, ce que j'attends en général d'un candidat, c'est pas forcément qu'il connaisse sur le bout des doigts chaque fonction de la lib standard ou des choses comme ça, mais plus qu'il y ait un certain nombre de réflexes en fait qui montrent tu vois, par exemple, qu'il va, dans certains cas, utiliser une list comprehension sans forcément se poser de questions, que ça va être un truc assez naturel, qui connaît les principaux outils et les principales spécificités du langage. Donc là, moi, je dirais que globalement, la mission, elle est accomplie. Et les deux, je pense, ou deux ou trois critères qui me viennent comme ça tout de suite en tête, ça serait euh, au niveau de euh, du, du- de la façon de répondre aux questions. Moi, je préfère un candidat qui me dit clairement sur certains points qui ne sait pas, plutôt que qui est un candidat qui essaye de raconter, de monter quelque chose rapidement, parce que ça, je trouve que après, ça laisse pas augurer forcément des bonnes choses pour ce qui est du travail en équipe. Et ça, bah voilà. Sur les sujets de concurrence. Serge, il n'était pas forcément parfaitement au point et il a pas hésité à le dire clairement. Donc ça, ça, je pense que c'est plutôt un bon point. Le fait d'être assez transparent et sincère et aussi, je dirais, le type le dernier point, euh, le, la réaction, on va dire, face au challenge et à la remise en question, quoi. Euh, un mix de être suffisamment, je dirais, humble pour, encore une fois, quand on ne sait pas le reconnaître, mais aussi voilà, pas se laisser démonter et quand même être suffisamment résilient, on va dire, pour montrer qu'on est que si quand on rencontre une difficulté, on lâche pas et on essaye de trouver des ressources pour résoudre les problèmes, quoi. Donc, je dirais que globalement, là-dessus, moi, j'ai bien aimé l'entretien. Sur la partie projet, alors, l'exercice, il était un petit peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, parce que d'habitude, j'aime bien avoir un peu de temps pour prendre connaissance du projet, pour pouvoir vraiment poser des questions spécifiques sur, bah là, tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça comme ça, et qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement. Donc, là, on est resté à un niveau de question voilà, relativement général à mon sens. J'espère que c'était pas trop général. Mais je trouve que voilà, après, euh, malgré ça, Serge, il a fait un bon boulot pour présenter ce qu'il avait fait, le choix technique du framework. Les les principales méthodes d'authentification. Donc là aussi, je trouve que c'était bien, ouais. Ok, super, merci beaucoup. Top, merci Benoît. C'est super intéressant d'avoir un débrief en live, c'est rarement le cas.
En général, après un entretien, on n'a pas de débrief, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Et parfois, il n'y a pas de débrief du tout. Parfois, il y a un débrief indirect par une personne qui n'était pas là. Donc, c'est vraiment très enrichissant d'avoir que tu aies fait ce débrief-là en live. Et notamment, j'aime bien le point que tu as souligné, en gros, l'importance de savoir, de pas savoir et comment on aborde ce point, comment on gère. Parce qu'en fait, en tant que dev, on ne sait pas tout, c'est sûr. Et la façon dont on réagit au moment où on ne sait pas, la façon dont on met en avant les questions qu'on se pose, etc., c'est super important, c'est super enrichissant. Euh, Aussi, la question du test technique, c'est vrai que c'est un sujet assez clivant. On a plein d'approches. Il y a des devs qui adorent ça, parce qu'ils prennent ça comme un jeu, d'autres qui le détestent et qui vont même pas aller plus loin dans le process s'il y en a. En tout cas, ce qui me paraît essentiel dans ce que tu as souligné aussi, Benoît, c'est le fait de leur donner un contexte optimal pour pouvoir être à l'aise. Euh, Typiquement, l'entretien sur tableau blanc où il faut coder des tests unitaires, etc., pour moi, c'est une horreur. Alors que si tu mets le dev dans son environnement, dans son IDE habituel, avec l'accès à Google ou autre, etc., c'est là que tu vas vraiment pouvoir le tester et savoir si en situation réelle, il arriverait à faire des choses intéressantes. On va prendre une autre question de la part de Cédric sur les exercices, justement. Cédric, si tu es avec nous, le micro est à toi. On t'écoute. Ton micro est allumé, mais on ne t'entend pas. Bon, petit problème technique. Donc, Cédric nous disait, j'aime ce genre d'exercice. Pour ma part, je reçois plutôt des tests de résolution de problèmes d'algo, genre coding game. Le problème, c'est que je m'entraîne rarement à ces exercices. Est-ce qu'ils sont vraiment pertinents quand on a un peu d'expérience? C'est vrai que souvent, hein, les exercices, même surtout sur les GAFA en général, c'est des trucs qu'on fait jamais au quotidien ou très rarement, qui sont censés donner des insights sur d'autres choses. Mais il y a des gens qui travaillent exclusivement ce type d'exercice et qui deviennent bons là-dedans. Pas forcément parce qu'ils les utilisent au quotidien, mais parce que ça leur permet de trouver des postes. J'aimerais bien avoir ton avis, Benoît, sur ce sujet. Ouais, moi je trouve que j'en discutais avec quelqu'un qui cherche du boulot en ce moment et qui me disait que c'était les tests, c'était aussi une route à double sens, quoi. C'est certes une façon pour l'entreprise de voir s'il il y a un bon match avec le candidat et le profil recherché, mais aussi c'est aussi une opportunité restreinte, certes, et limitée dans le temps, mais quand même qui existe pour le candidat de s'immerger un peu dans le contexte de l'entreprise, de voir un peu qui sont, comment travaillent, comment un peu interagissent les gens qu'il a en face de lui. Ce qui est important parce que c'est des gens avec lesquels il va être amené à travailler au quotidien. Et je trouve que ça, typiquement, les coding games ou tous les exercices de résolution d'algo en live, moi je trouve que c'est pas un bon type de test parce que ça permet pas au candidat aussi d'avoir un petit aperçu voilà, qui sont les gens qu'il a en face, comment est-ce qu'ils interagissent dans un cadre professionnel au quotidien, comment est-ce qu'ils travaillent. Et pour moi, ça, il y a rien qui remplace le projet réel pour le tester, quoi. Ouais, on est d'accord, c'est super important. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quelle que soit l'étape du processus de recrutement, c'est toujours une validation à double sens. C'est-à-dire que l'entreprise cherche à valider le talent, mais le talent cherche aussi à valider l'entreprise. Et des fois, de voir que ce qui est attendu, ce qui est demandé, etc., ça peut ne pas du tout coller avec les attentes du talent. Et il peut aussi lui-même dire, parce que ce type de choses, je me vois mal bosser dans une entreprise où on me demande ce genre de choses, disons. Et ça nous ramène un petit peu une question de Vincent sur les soft skills, en fait. Vincent, si tu es dispo pour poser la question au micro, on t'écoute. Oui, bonjour à tous, merci. Bonjour. Je vous ai la question de savoir si vous avez déjà pratiqué le pair programming, enfin, faire du pair programming pour le test technique. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, ça permet à la fois d'évaluer les compétences techniques du candidat et aussi, quand c'est une pratique qui est régulière dans l'entreprise, ça montre un peu comment on fonctionne et ça permet aussi d'évaluer les soft skills, c'est-à-dire comment est-ce que le candidat donne ou prend du feedback, comment est-ce qu'il réagit enfin, comment est-ce qu'on réfléchit ensemble en fait. Et je trouve ça assez intéressant aussi d'évaluer cette capacité à travailler ensemble.
Alors, moi, je l'ai pas encore fait. J'ai pas, plutôt par manque d'occasion, mais c'est quelque chose que personnellement je regrette parce que j'aurais beaucoup. Je pense, enfin, je pense que c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si Serge ou Mathieu, vous avez déjà pratiqué de votre côté, mais moi, malheureusement, non. Ça prouve que Euh, c'est fait trop rarement, en tout cas. Ouais, mais c'est vrai que c'est un exercice, on l'entend de plus en plus comme présenté comme la bonne façon d'aborder le test technique, c'est-à-dire, mais globalement, c'est être là et parler de code ensemble. Et déjà, on a des échanges, on voit comment ça se passe, quels sont les retours, quels sont les points mis en avant par le talent, les retours faits par le recruteur, et ça met déjà en situation et en conditions réelles. Et c'est vrai qu'à travers ça, on arrive à analyser plein de choses qui relèvent pas vraiment de la pratique du code, mais plutôt du bien travailler ensemble. Enfin, je voulais juste rajouter quelque chose. Je trouve que bon, j'ai jamais fait du pair programming, mais une chose que j'ai déjà vue et qui est un peu qui est intéressant aussi, c'est faire des code review. Donc, je pense que ça prend un peu moins de temps que Mhm. ça prend moins de temps que une session complète de pair programming, mais quelque chose que j'ai déjà vu en entretien, c'est un bout de code ou du moins une partie du code de l'entreprise qui est publié. Et l'idée, c'est de faire une code review en live pour voir un peu comment le candidat, lui, il donne du feedback sur du code qu'il voit et comment il propose des améliorations. Ouais, tout à fait. C'est une approche dont on parlait il y a encore pas longtemps sur LinkedIn et qui est assez intéressante. Le problème étant que ça oblige à disclose du code entreprise, qui n'est pas forcément toujours faisable. Mais c'est vrai que c'est assez enrichissant pour se projeter et voir comment ce que pourrait apporter le talent à l'entreprise, disons. On a une nouvelle question qui vient de pop. On va donner directement la main à Christian. Question pour Serge. Christian, on ne Allô, t'entend pas. Ah, ça y est. allô, On t'entend très très mal là. allô, là c'est bon. Essaye de poser ta question, mais le micro est un petit peu dur pour les oreilles Mhm. là. Allô, là c'est mieux. Ah, beaucoup mieux, oui. Ok. Merci déjà pour ça, pour l'entretien. J'avais une question pour Serge. Notamment, j'ai suivi pendant l'entretien, on a pu lui poser des questions qui étaient liées, genre, si ça arrivait que l'application devait recevoir peut-être des connexions simultanées de 100 utilisateurs et plus, etc., comment est-ce qu'il devait s'y prendre pour gérer cela, pour que ce soit plus scalable et tout. Donc moi, ma question se posait, genre si en tant que développeur junior, par exemple, tu cherchais des opportunités, est-ce que de façon technique, tu devrais aussi être capable de pouvoir implémenter ou tu devrais te positionner pour savoir comment le faire de façon théorique, ce genre de choses en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Je pense que pour le cas d'un junior, je pense qu'il y a certaines choses qu'on découvre juste avec le temps et les projets sur lesquels on travaille. Après, c'est bien d'avoir les connaissances théoriques, mais je pense que bah, du coup, comme les autres l'ont dit plutôt dans le feedback, l'idée c'est aussi si tu ne connais pas aussi pendant l'entretien, faut pas hésiter à dire je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience là-dessus, mais du coup, parler de ce que tu connais. Et une fois que, une fois que, et une fois que tu as présenté ce ce que tu connais, euh, je pense que ça devrait. En tout cas, le recruteur devrait aussi comprendre que tu n'as pas forcément l'expérience, mais que tu fais la démarche de comprendre des choses sur lesquelles tu n'as pas encore travaillé et que tu auras peut-être l'occasion de travailler si tu rejoins l'entreprise en question. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas, mais en tout cas, oui, c'est bien de connaître théoriquement comment faire les choses. Mm. La théorie, c'est important. La pratique est quand même ce qui prime parce que c'est là où tout se passe et c'est là où on apprend le mieux les choses, c'est en pratiquant. Et après, c'est vrai que c'est toujours important d'avoir aussi des bases théoriques derrière, donc faut négliger ni l'un ni l'autre. Euh, on se rapproche un petit peu de la fin du webinaire, là, on va pas tarder à fermer.
Je vous demanderai à tous, s'il vous plaît, de nous donner une note sur 5 sur ce que vous avez pensé de cet échange, nous faire des retours dans les commentaires. Et pendant que vous faites ça, on va laisser à Benoît et à Serge une dernière phrase, un mot de la fin, on va dire, si vous avez envie de rajouter quelque chose. Allez-y, c'est le moment. Benoît, on commence par toi. Ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était chouette de rendre dispo une ressource de préparation à l'entretien sur ce format-là. Je trouve que malheureusement, même s'il y a beaucoup de compilation de questions techniques sur Internet, je trouve qu'on trouve trop peu encore d'exemples de discussions sur du vrai code comme ça. Et voilà, je trouve ça cool et je trouve que peut-être que plus il y aura d'exemples, plus ça encouragera derrière les entreprises à, à mettre ça en place, quoi. Et plus on améliorera hopefully la qualité du recrutement. Donc merci pour l'initiative, je trouve ça cool, ouais. Merci Benoît, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Serge, tu veux rajouter quelque chose? Il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Ouais, je trouve qu'en tout cas, j'ai bien apprécié euh, me prêter au jeu. Et ouais, en tout cas, j'espère avoir contribué et avoir apporté quelque chose à ceux qui sont présents. Merci, c'est sûr que tu as apporté quelque chose. C'était très intéressant et encore bravo pour ta prestation en live. Et on sait que c'est pas facile. Ouais, bravo. Je vous remercie à tous d'avoir participé, en tout cas, pour les questions intéressantes, etc. Et évidemment pour cet échange. On se retrouve, nous, le 18 juin pour un nouveau webinaire sur les skills techniques les plus demandés sur le marché data. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très bon appétit et une très belle fin de journée.